Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée de sell-off, d'aversion marquée pour le risque pendant la période de Thanksgiving, ce qui est assez inhabituel. On voit des baisses marquées de 3,5% sur les indices européens. On voit de grosses valeurs qui ont décroché lourdement, qui décrochent encore lourdement à mi-séance, notamment dans l'aéronautique, Airbus, Safran. On a vu des baisses de plus de 10% sur ces blue chips européennes. Et donc un sell-off Covid, si je puis dire, avec le retour du risque sanitaire qui semble être pris au sérieux aujourd'hui par les marchés. L'arrivée d'un nouveau variant B11529 détecté en Afrique du Sud et dans les pays environnants semble beaucoup plus véloce que les autres variants jusqu'à présent. On peut noter aussi que cette situation sanitaire, ce retour de stress sanitaire est peut-être également un prétexte à des prises de profit pour certains investisseurs qui ont bien profité de cette année et notamment des dernières semaines. Le mois d'octobre a été un mois extrêmement positif sur les marchés actions avec de nouveaux records historiques pour la plupart des indices. On va décrypter cette situation de marché dans un instant. Ce sera une demi-séance à Wall Street, une demi-séance qui s'annonce évidemment compliquée dans le sillage de ce qu'on a connu en Asie cette nuit. Ce matin en Europe, et donc à l'ouverture sans doute tout à l'heure à 15h30 heure française sur les marchés américains. Et donc je vous disais, décryptage avec nos deux invités du dernier vendredi du mois pour le grand tableau de bord des marchés des dernières semaines. Bertrand Lamiel, Porzan par Gestion et Jean-François Bay, Cantalis sont avec nous pour cette demi-heure. Le risque sanitaire remonte d'un cran donc et déclenche une vague de baisse marquée sur les indices européens à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Eva Bensaadi. Après sa parenthèse légèrement haussière hier, la bourse de Paris est plombée ce vendredi par l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. En Europe, le sujet est particulièrement sensible au moment où les différents pays imposent de nouvelles restrictions pouvant aller jusqu'au confinement. Des informations inquiétantes en provenance d'Afrique du Sud donc qui viennent rappeler aux marchés financiers que l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore terminée et qui pourrait venir également gâcher les célébrations du Black Friday, la journée promotionnelle qui lance la période clé des achats de fin d'année. Fermée hier pour la fête de Thanksgiving, Wall Street est attendue en forte baisse aujourd'hui pour une séance écourtée. En France, légère éclaircie du côté des indicateurs. En novembre, la confiance des ménages est stable à 99 points, juste en dessous de sa moyenne de longue période. Du côté des valeurs, toujours en France, le tourisme et l'aéronautique sont sous pression ce vendredi, alors que la Commission européenne envisage un blocage d'urgence des vols avec le sud de l'Afrique. Londres impose déjà des restrictions de voyage avec 6 pays d'Afrique pour raisons sanitaires. Air France-KLM abandonne autour de 10%. Idem pour le groupe hôtelier Accor, l'avionneur Airbus et le motoriste Safran qui perd plus de 9%. Les banques sont-elles affectées par la baisse des rendements obligataires? Crédit Agricole cède près de 5%, pareil du côté de BNP Paribas et Société Générale. En hausse aujourd'hui, par contre, les grandes valeurs du diagnostic. Eurofins Scientifique, qui a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ses activités liées au Covid-19 sur les 9 premiers mois de l'année, alors qu'il visait le cap du milliard pour l'exercice 2021 entier. Bio-Mérieux également sur le podium des fortes hausses du SRD avec des gains de plus de 4%. Dans l'actualité aussi des valeurs françaises, Novacite annonce que son test PCR en temps réel a été approuvé au Royaume-Uni dans le cadre de la réglementation adoptée par l'Agence britannique de sécurité sanitaire. Rémi Cointreau, qui communiquait déjà hier un bénéfice trimestriel multiplié par 2, annonce aujourd'hui un partenariat avec Genesis qui mesure l'impact des pratiques agricoles sur les sols. Plutôt stable hier, les cours pétroliers chutent, eux, face aux craintes sur la pandémie qui pourrait affecter la demande, alors que plusieurs pays, dont les États-Unis, ont décidé conjointement de puiser dans leurs réserves stratégiques. Eva Bensaadi qui nous accompagne aujourd'hui pour Tendance mon ami à 12h30 et 17h tout à l'heure dans Smart Bourse sur Bismart.
chaque dernier vendredi du mois. C'est le grand tableau de bord des marchés avec nos deux invités, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Bonjour. Et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part Gestion. Je vais d'ailleurs un peu... Bonjour Bertrand, pardon. Je vais un peu trahir la promesse du tableau de bord des marchés parce que l'idée, c'est qu'on prenne chaque dernier vendredi du mois un peu de recul avec vous sur la période écoulée. Mais là, au vu de l'actualité, du stress de marché, je veux bien qu'on commence par un regard un peu court-termiste sur la situation telle qu'on la vit en ce moment, Bertrand. Bon, on est sur des baisses de 3,5%. Ça semble se stabiliser à mi-journée sur les marchés européens après une ouverture qui a été très très compliquée. Je le disais, des blue chips qui lâchent parfois jusqu'à 10% et plus au cours de cette séance. Le retour du risque sanitaire semble stresser un petit peu les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là des éléments de marché, des enjeux techniques même peut-être qu'on a aujourd'hui sur cette séance ? Alors le stress, oui, on va regarder du côté de la volatilité. On avait une volatilité qui était en dessous de 19, qui est remontée immédiatement à 26. Donc c'est les mouvements classiques qu'on a déjà connus en septembre, en août et en mai, à chaque fois que le marché avait lâché 6-7% sur en général une semaine ou 15 jours. Donc de ce point de vue-là, oui, on voit qu'il y a un stress, ça se matérialise. Maintenant, il n'y a rien de prédictif en ça. Parce que ce qu'on a vu historiquement, sur cette année, c'est que les baisses étaient somme toute limitées. C'est peut-être là qu'il y a un problème, parce qu'en fait, ça fait longtemps que l'indice, le CAC 40, mais pareil pour le SPI, pareil pour le Nasdaq, n'ont pas connu une vraie respiration de 10%, qui sont des respirations logiques, classiques, dans un marché haussier. Donc, on est peut-être en train de commencer à vivre ça, à voir. Mais en tous les cas... On a fait pour l'instant, moins 5... à peine moins 6 du pic au creux si on prend le CAC 40 par exemple comme référence. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se matérialiser. Maintenant, il y a tellement d'argent qui est venu s'investir, et je pense que Jean-François nous en parlera tout à l'heure, sur les marchés, qu'on voit bien que même quand on interroge un peu des investisseurs, ils ne vont pas rester très longtemps en dehors du marché et que assez logiquement, on va voir revenir de la monnaie parce que oui, il y a un risque sanitaire qui remonte. Maintenant, on ne part pas de rien. Autant en février-mars l'an dernier, c'était une découverte complète. On n'avait rien pour se protéger. Il n'y avait pas de mesures véritablement... on s'est un peu cherché sur les mesures à mettre en place. Et puis, les plans de soutien, les plans de relance n'existaient pas. Donc aujourd'hui, on a quand même des armes à mettre en face de ça qui... logiquement, devrait faire qu'après ce mouvement de panique un petit peu épidermique, les investisseurs redevraient trouver pied et retourner vers des dossiers à bon compte finalement. Ouais, surtout sur l'aspect sanitaire stricto sensu, c'est un nouveau variant qu'on ne connaît pas encore très bien. L'OMS nous dit qu'il va falloir quelques jours, quelques semaines pour comprendre effectivement la vélocité, la capacité de transmission de ce virus, sa létalité éventuelle par rapport aux variants déjà existants. Ce qui est intéressant dans cette séance, c'est qu'elle vient ponctuer une séquence qui a été très positive pour les indices, si on reprend notamment le mois d'octobre, et là on peut regarder ce tableau de bord des marchés de manière un peu plus large, séquence très très positive des indices qui ont battu des records partout dans le monde, y compris en Europe et y compris à Paris pour le CAC 40, avec un retour d'une dynamique qui était plutôt celle privilégiant les valeurs de croissance, de visibilité, les grandes valeurs par rapport aux petites valeurs. Les États-Unis surperformaient à nouveau la partie européenne. Pour autant, vous dites, sous cette tendance-là, déjà depuis quelques semaines, Bertrand, il y avait des idées de correction ici et là. Ah oui, non, mais effectivement, on a des flux qui sont concentrés sur les grands indices et des grands indices qui sont hyper concentrés. Donc, on a déjà parlé du luxe qui fait, sur 4 noms, 22-23% du CAC 40. Aux États-Unis, si on prend les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, à 5 noms, c'est 22% du S&P 500. Si vous rajoutez Tesla et Nvidia, sur le Nasdaq, c'est 52%. Donc il y a une concentration énorme et donc en plus qui performe bien parce qu'ils ont eu des très bons résultats. Hermès, c'est 80% de performance year to date avant aujourd'hui. Et ça a pris 30% en un mois ou 2 mois. LVMH, on est sur du 40%. Si on va aux États-Unis, Nvidia, c'est 150. Je crois qu'Apple est un peu en retrait avec seulement 26, mais tous les autres sont à 40. Donc en fait, comme ils sont très gros dans les indices, ils ont tiré les indices vers le haut. Et donc, du coup, ce qui pose un problème aux autres qui essayent de vivre, parce que pour le coup, en termes de participation,
c'est assez faible. Derrière, c'est très dur de surperformer. Et si on regarde sur 3 mois, 6 mois, 1 an, les valeurs qui sont capables de suivre justement les indices, on a un taux de participation qui est très faible, qui est à peine de 20%. Donc ça, il y a... Ce qui a fait la force du marché est aussi sa fragilité, bien sûr. Un marché ne pourra continuer à monter longtemps que quand la participation va se réouvrir. Et il y a des moments où ça se réouvre. C'était le vaccin en 2020, en novembre 2020. Alors là, effectivement, et quand ça se réouvre, c'est violent. Parce que sur la séquence ça doit être le 9 novembre. Bien sûr, 9 novembre 2020, date clé, évidemment. Je crois que c'est jusque mi-mars. Ouais. Le Russell 2000, qui là, pour le coup, lui, est complètement diversifié. Donc, c'est des small cap américaines, mais c'est des mid-big européennes. Prend 40%. C'est ça. Le Nasdaq peine à en gagner 4%. Donc, on voit que ça peut être extrêmement violent. Donc, nous, dans la constitution des portefeuilles, on appelle justement à se dire, ça marche très bien sur les grandes capis, donc il ne faut pas se priver, il faut essayer de participer à la fête et extraire un maximum de valeur sur ce sujet-là. Maintenant, dans le portefeuille, il faut faire de la place à d'autres valeurs, parce qu'il y a une vie en dehors des grands indices, pour justement préparer ces revirements. On le voit aujourd'hui, alors... on voit que des Eurofins, des Sartorius Stedim, des choses comme ça montent très bien. Donc on avait jusqu'à présent un match qui était un match banque et techno, qui sont les deux grands secteurs gagnants, où quand la techno montait, généralement la banque baissait, et vice-versa. Mais globalement, ça fait du 30% year-to-date. Mais il faut aussi adjoindre dans son portefeuille d'autres actifs qui sont, alors décorrélés non, mais qui sont capables, dans des moments un peu délicats, de prendre le relais et d'éviter à votre portefeuille de prendre des chocs trop forts et de vous laisser un peu plus de sérénité. Et cette séance nous rappelle effectivement ce besoin de diversification qu'on a toujours donc dans les portefeuilles aujourd'hui. Tout à fait, et notamment comme la banque et la techno sont des secteurs très volatiles, aller chercher du côté de la santé, il y a des dossiers qui sont très bien dans la santé, qui viennent, on le voit en ce moment, c'est plutôt une bonne journée pour la santé. Voilà, on sait que on n'est pas complètement sorti de l'auberge là-dessus, donc si on veut adjoindre des dossiers retour à l'économie normale, en contrepartie, il faut aller chercher, mais c'est du stock picking parce que les grands noms, les Sanofi, les Novartis ou autres, n'ont pas vraiment participé. Non. Donc il faut aller chercher un peu plus loin dans la cote, défricher. Il y a des choses très sympas. Novo Nordisk, typiquement dans le diabète, leader du diabète. L'économie revient, entre guillemets, se réouvre, les gens vont de nouveau se faire soigner. Il y a eu des cas de diabète qui ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'ils étaient personnes fragiles, ils avaient peur du Covid. Là, ça revient et ça fait 60% depuis le début de l'année. Jean-François, effectivement, alors cette séance nous rappelle que la baisse est toujours possible sur des marchés d'actifs risqués. C'est déjà un premier enseignement. Mais encore une fois, si on reprend la toile de fond, la big picture 2021 jusqu'à aujourd'hui, avec vous, en termes de flux de collecte notamment, on va sans doute terminer sur des scores de collecte actions, entre autres, peut-être historiques, ou en tout cas plus vus depuis très longtemps. Oui, je pense qu'on va terminer l'année à 400 milliards d'euros net, grosso modo, sur l'Europe. Une très grosse partie, les 2/3 sont sur des fonds actions. Il y a une vraie rotation, une grande rotation qu'on attendait tous depuis 20 ans. Elle s'est mise en place en 2021 et ça reste solide. Je pense que la composante taux d'intérêt inflation est venue en fait confirmer, ce mouvement. On avait vécu 2020-2021, donc novembre 2020 jusqu'au mois de mai, juin, juillet, jusqu'à l'été, sur un effet rebond de l'économie. Donc il y a un facteur plutôt virus-vaccin qui était porteur. Et puis on est rentré dans une phase un petit peu plus fondamentale à partir de l'été. On a parlé de la collecte action qui était quand même moins forte, qui était un peu différente, c'était plus défensif. Les investisseurs, et c'est encore le cas en novembre, et c'était le cas en octobre. Donc on est moins fort sur les actions, mais ça reste positif. On est plutôt orienté sur les valeurs défensives. C'est moins cyclique. L'Europe aussi drainait des capitaux. Il y avait un retour sur l'Europe, j'allais dire, qui était intéressant à suivre. J'ai en tête les déceptions qu'on avait eues sur la Chine, par exemple, avec le moment Evergrande, etc. Et aussi la composante taux d'intérêt donnait des indicateurs, parce que les taux sont quand même un marché directeur, plutôt sorti sur des emprunts d'État zone euro, plutôt rentré sur tout ce qui est oblig-inflation. Oblig-inflation, c'est monde, c'est TIPS, c'est US, donc retour sur le dollar. L'euro, on l'a vu, a fortement baissé. Et les marchés actions se sont retrouvés un petit peu en lévitation, j'allais dire, face à ces éléments. Ils ont cru
la politique des banques centrales qui leur vendait une inflation temporaire. Et voilà, on avait parlé le mois dernier de ce facteur inflation qui était plus ou moins bien pricé dans les marchés, en tout cas qui commençait à devenir important. Je pense que la séance du jour, le Covid, donc on revient sur virus, vaccin, et il y aura... voilà, il ne faut pas... dénigrer ou sous-estimer cette notion de variant, mais je pense que les marchés ont aussi en tête qu'il y aura un combo qui sera mis en place par Moderna ou par Pfizer, il y aura un combo grippe, virus, Covid, il y aura un nouveau variant, donc un nouveau ARN messager, nanana. Donc je pense qu'à un moment donné, ça restera malheureusement, enfin ça restera un élément structurel. L'élément, je pense, qui explique cette correction aussi forte au moment de Thanksgiving, alors qu'on a communiqué sur l'inflation au mois d'octobre, mercredi, c'est encore l'inflation. C'est-à-dire que c'est à la fois des prises de profit... Oui, je comprends. Parce que le contexte était propice, vous dites, à ce genre de correction. Alors, prise de profit, puisque vous avez dit le CAC est encore à plus 25% depuis le début de l'année, malgré la correction. Période de fin d'année où on nettoie, c'est le window dressing et on commence à nettoyer un peu les portefeuilles. Et aussi l'inflation, 6,2% d'inflation aux États-Unis en octobre. On est très très loin de l'inflation cible des banques centrales à 2%. Et ce sera plus encore les mois prochains. Et ça sera plus les mois prochains. Et c'est 4,2% en Angleterre. Et donc, quelque part, on commence à se rendre compte que le quoi qu'il en coûte, dans le quoi qu'il en coûte, il y a un coût. Et le prix à payer sera l'inflation. Et donc, ça sera finalement durable. Et quelque part, les marchés se disent, dans un scénario d'inflation temporaire, on revient sur 1, 2, 3% d'inflation, c'est pas grave. Et on a eu raison d'acheter des taux ou des actions. Si c'est un scénario de 6-7% d'inflation, ça commence à piquer. Et donc là, on a une révision complète des valorisations sur les actions et des valorisations sur les taux. Donc les taux, parfois, ont tendance à monter, mais les banques centrales veillent au grain. En tout cas, sur les actions, là, il n'y a pas de banque centrale. Non. Et les marchés sont moins administrés. Et là, les investisseurs se disent, tiens, pierre et vacances, 1 milliard de dettes, moins 60% depuis le début de l'année. On commence un petit peu à revoir les valorisations en fonction de cette composante inflation. Plus haute inflation depuis 30 ans aux États-Unis, sur des niveaux qui sont majeurs, qui sont très élevés. Et ça, en termes de flux, comment ça fait évoluer justement la collecte ? Vous dites qu'il y a toujours une collecte action en octobre, sur le mois de novembre également, mais... C'est plus du tout Govies, c'est monétaire. Donc c'est le cash. On met en portefeuille des poudres sèches. Je discutais hier avec Eleva Capital, gérant qui gère 10 milliards. Dans ces fonds actions, c'est 10% de cash. D'accord. Donc on met du cash en portefeuille en attendant, justement en protégeant, puisque la partie taux d'intérêt ne protège plus. L'autre élément aussi, c'est les ménages. Je pense que vous avez du livret A, vous avez du fonds en euros. Il y a un effet de ciseau qui est majeur, puisque le fonds en euros vous rapportera cette année moins de 1% de rendement. Et on vous dit, tiens, l'inflation en Europe est de l'ordre de 3%, puis peut-être l'année prochaine 4%. Donc ça veut dire que vous allez commencer l'année à moins 3% de rendement net. Donc vous faites quelque chose, vous achetez des actions, parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Et vous faites et un peu d'immobilier. Enfin, vous cherchez absolument d'autres types d'actifs réels, tangibles. Voilà, pour essayer de trouver du rendement et de la rémunération. On est sur 50 ans au plus bas des rendements nets d'inflation sur toutes les classes d'actifs. Donc, d'où les réappropriations. Soit les marchés baissent et retrouvent des rendements, soit c'est l'inflation qui rebaisse, mais visiblement, ce n'est pas le chemin que l'on prend. Pas pour les tout prochains mois, non, c'est vrai. Alors, ça sera un sujet politique, pardon. C'est aux États-Unis et en Europe. C'est sûr. On parle des élections en France, on parle de Biden en mi-mandat. Je pense que l'inflation sera un sujet éminemment politique. Ça se retrouve là aussi dans la dichotomie, la discrimination des marchés actions. On le disait, sous les indices, il faut regarder les mouvements, ce qui se passe, le prisme inflationniste. Et c'est vrai que de voir des indices au plus haut, alors jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière, on se disait, tiens, il y a de la volatilité sur le marché obligataire, c'est normal, les obligataires sont nerveux, cherchent le bon timing pour bien pricer les normalisations de politique monétaire qui sont à venir. Mais on avait le sentiment que les marchés actions étaient complètement indifférent à cette situation. Quand on regarde plus finement, est-ce que non, le gérant action a commencé lui aussi à se préparer peut-être à intégrer une probabilité inflationniste durable plus importante ?
Alors, sur l'inflation, il y a encore deux écoles sur combien de temps ça va durer, parce qu'on se rend compte que du côté des matières premières, certaines matières premières ont bien rebaissé. C'est le cas, l'acier, le fer, parce que la Chine est en train de serrer le jeu au niveau immobilier. Donc là, pour le coup, on est revenu sur les niveaux de 2019, ce qui n'est pas le cas sur d'autres actifs, typiquement, qui vont servir dans les batteries hautes, là, qui restent très bien orientés. Le bois de construction a pas mal rebaissé. Donc là, sur les matières premières, quand on regarde l'indice matières premières, là, pour le coup, les Rio Tinto et les BHP, ça fait depuis juin qu'elles sont passées en tendance baissière. Donc là, les Basic Resources, donc, qui avaient été un des premiers secteurs à repartir et qui a fait des super performances, là, pour le coup, ça a piqué du nez. Et puis, sur les dernières séances de publication qui était très bonne, avec des pourcentages de surprise à la hausse sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices par action, qui étaient dans les meilleurs standards de ce qu'on a connu historiquement. Donc ça, c'était bien. Mais il faut quand même voir qu'on a eu, sur des acteurs qui étaient plutôt en vue des profit warning, chez Visa, chez PayPal dans les moyens de paiement. On a eu du Snap aussi, impacté par la protection de la vie privée avec Apple. Des dossiers qui ont bien marché, qui étaient les dossiers typiquement Peloton, les vélos. Oui, d'appartement. Les vélos d'appartement. Je crois qu'on est à moins 50 ou moins 60 sur les plus hauts. Ça, c'est les contre-coups Covid, quoi, les valeurs très Covid. Dans la tech, donc la tech marche bien, la tech reste le leader, mais en fait, la tech, elle est tirée par les grands. Et là, ce qu'on voit, c'est que autant des Apple et des Amazon avaient eu du mal à faire des bonnes performances, là, ça repart. Notamment du fait du share buyback. Il y a 1000 milliards de rachats d'actions qui vont être effectués sur cette année. Apple, à eux tout seuls, ils vont en faire 9%. Ils vont racheter entre 90 et 100 milliards. Ouais. Donc, ils vont alimenter aussi le flux sur leurs titres. Donc, la correction a déjà commencé. Dans la tech, il y a vraiment... Les semi-conducteurs, ça se passe très bien. Par contre, il y a d'autres segments où on est déjà sur du moins 30, moins 40 avec des performances négatives depuis le début de l'année. Ouais. Donc oui, les indices, ça se passe bien. Maintenant, quand on descend en dessous, on s'aperçoit qu'il y a déjà un tri qui est opéré par le marché. Dispersion des marchés sous la hausse des indices et donc stock picking, quoi. C'est, en termes de gestion, c'est comme ça qu'on peut réfléchir. Stock picking, oui, dans un sens, prendre de la gestion, enfin les grands noms, parce que ça, mais à côté de ça, avoir effectivement du stock picking pour faire en sorte que le portefeuille prenne pas trop les chocs. Est-ce que la gestion active est toujours plébiscitée? C'est ce qu'on retrouve. Ouais. C'est ce qu'on retrouve dans les. Ça a été une des grandes tendances de cette année. Ouais, l'année dernière, c'était plutôt 2020, c'était plutôt les très grands gérants et il y avait beaucoup de gestion passive. Puis on sait que sur les 10 dernières années, il y avait une bascule sur les ETF. Là, on retrouve, en fait, souvent je dis, c'est les vieux loups de mer qui naviguent dans la tempête et qui tirent leur épingle du jeu. Je pense que les investisseurs savent que les marchés deviennent plus compliqués. C'est un peu moins one-way et ça bouge. Et donc, c'est le retour des Carmignac, c'est le retour des Rothschild, des Lazard, et même chez les grands gérants, donc BlackRock, bien évidemment, JP Morgan, Nordea, Allianz, en Allemagne, Flossbach, Financière de l'Échiquier, Varenne Capital. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment des investisseurs, des distributeurs, des sélectionneurs qui veulent revenir sur de la gestion active. Dans les thématiques un peu en transversale, c'est toujours Action Monde. Thématique, justement, approche thématique est très utilisée. Le thématique picking est très utilisé. L'ISR, bien évidemment, c'est toujours plus d'1 euro sur 2. Et les actions, puisqu'on le disait en introduction, c'est les 2/3 de la collecte sur des fonds actions. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que les gérants actifs et les gérants régionaux profitent un petit peu de ces vents compliqués et tirent leur épingle du jeu. Dans l'idée de la dispersion aussi, il y a un grand écart toujours très important entre les large cap et les small cap, que ce soit d'ailleurs en termes de performance, en termes de flux de collecte également. Je parle sous votre contrôle, messieurs. On a du mal à imaginer dans ce contexte effectivement un grand retour vers les petites capitalisations boursières, Bertrand. Est-ce que néanmoins, dans des logiques de moyen-long terme, il y a des vraies opportunités à saisir pour ceux qui sont capables d'avoir cet horizon de temps au-delà de quelques semaines ou quelques mois? Oui, quand je prenais la diversification, effectivement, il y a un terreau assez fertile de ce point de vue-là. Alors encore une fois, on reste dans des logiques de stock picking parce que si on prend la thématique dans son ensemble, les indices mid et small sont entre 15 et 17% depuis le début de l'année. C'est très bien, mais quand les grands indices sont à 25, logiquement...
l'argent suit l'ascendance. On cherche les courants ascendants, donc on va plutôt se positionner là-dessus plutôt que là-dessus. Alors même qu'en termes de valorisation et en termes de perspectives de croissance, il y a un meilleur mix sur les petites et les moyennes. Donc aujourd'hui, nous, on continue à faire du stock picking. Et si 2022 est plus compliqué en termes de schéma macro, global, en termes de flux aussi, peut-être, est-ce que ça va être justement un terrain d'investissement à privilégier ? Je pense qu'effectivement, il y a des éléments conjoncturels qui vont militer en faveur d'un retour sur les small mid-cap, notamment les plans de relance européens, donc une relocalisation. La partie tech aussi, on redécouvre des belles valeurs françaises, scandinaves, allemandes. L'ISR et le développement durable, ce sont des solutions à impact. Et on oublie un petit peu, je veux dire que sur longue période, il y a un supplément d'âme, il y a un surplus de performance. Sur 20 ans, 2001-2021, la classe d'actifs qui surperforme les actions américaines, qui fait 10% par an, là où les US font 7% par an, c'est les small cap en Europe. Le CAC fait 0, l'Eurostoxx fait 0 sur 20 ans. Ce sont les small mid-cap qui ont surperformé. Mais depuis 3 ans, c'est compliqué. Depuis 2018, c'est compliqué. 3 ans, c'est compliqué. Mais statistiquement, quand on a une belle année avec des performances à plus de 15%, ce qui se passe l'année d'après, c'est qu'on a encore une belle année, mais avec des performances de l'ordre de 7,94. Donc la moitié moins de la performance. Donc toujours positif, dans 75-80% des cas, toujours positif, supérieur à la moyenne historique de... Voilà. Et donc là, si on a l'an prochain une année tel que j'ai décrit, aux alentours de 8%. Alors là, pour le coup, au niveau des mid et des small, ce sera plus facile, entre guillemets, de faire la performance si les grands indices se calment un peu et sont moins tirés par les gros noms. J'en profite pour vous inviter le 15 décembre au Palais Brongniart. L'après-midi, on organise la grande conférence Cantalis. Donc, avec grand plaisir. Pour faire le bilan de l'année. Je rajoute, parce que semaine 50, concentration d'enjeux en matière de politique monétaire. 14-15, c'est la Fed. Le 15, c'est la réunion Cantalis. Et le 16, ce sera BCE et Banque d'Angleterre. Voilà, donc on rajoute la conférence Cantalis dans le calendrier de la semaine 50, qui sera la grande dernière semaine à enjeu pour les marchés, avec en plus le 17, l'échéance des produits dérivés, des marchés dérivés pour le mois de décembre, une échéance qui sera très importante parce que ce sera les dernières échéances trimestrielles de cette année 2021. Merci beaucoup messieurs, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce grand décryptage de marché, que ce soit du côté des performances boursières, des dynamiques de marché et des flux de collecte, avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part Gestion. Voilà pour l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.